Basarab Nicolescu este un căutător de comori, neobosit, comori pentru minte, suflet și literatură. Savant binecunoscut și totodată trăitor în duh, cercetător de gânduri și făuritor de cuvinte meșteșugite, Basarab nu e omul conjuncției disjunctive sau, ci al celei coordonatoare și, citind mereu ființa în cheie holistică, deslușind punți între știință, religie, artă, literatură, asumându-și simultan nu doar întrebările științei, ci și nedumeririle, spaimele sau visele unei lumi tot mai derutată de propria ei înscriere în timp. Într-o epocă în care ne încearcă dureros sentimentul că am pierdut ceva esențial pe drum, că vârfurile civilizației tehnologice nu coincid neapărat cu cele ale evoluției omului ca întreg, Basarab ne spune, a idoma vechilor înțelepți, că drumurile spre culme sunt nenumărate. Important e să-l găsești pe cel potrivit și, mai cu seamă, să nu uiți nicio clipă că nu e singurul. Pe urmele lui Terențiu, Basarab Nicolescu poate mărturisi împreună cu poetul Nichita Stănescu: sunt un om viu, nimic din ce omenesc nu mi-e străin. Abia am timp să mă mir că exist, dar mă bucur totdeauna că sunt. La început a fost știința. Lui Pașcu ce este interesant este că de la bun început a fost centrat pe ideea contradicției. Lui Pașcu era ca un fel de Heraclit al timpurilor moderne. E foarte greu să-l situăm în altă tradiție filozofică decât cea lui Heraclit. Lui Pașcu a fost mai mult influențat de Jean Val, printre filozofii francezi. În sfârșit, a învățat de la ei. Dar adevărat lui corpus de învățători era Niels Bohr, erau Heisenberg, erau Pauli. Da. Deci asta este una dintre mare originalitate a filozofiei lui Pașcu și după aceea a avut acest geniu de a simți că dincolo de fundamentele legate de mecanica cuantică, filozofia contradicției merge spre estetică, Deci, într-adevăr, o filozofie, de altfel, cartea lui despre estetică e cea care a tras atenția lui André Breton, care a devenit Logique et Contradiction, care a devenit cartea preferată. A existat un baraj considerabil, în sensul că el spunea A, nu A, contradicția, da. Există un terț inclus. Bun, există, dar unde? Povestea era că în filozofia lui nu exista noțiunea de nivel de realitate. Fără nivelul de realitate nu poți înțelege terțul inclus. E o absurditate. Nu poți spune despre un lucru că e un lucru și contrariul lui în același timp. Dacă există nivelul de realitate, se poate. Dar nivelul de realitate eu l-am introdus numai în 1982. Unii filozofi sau profesori de filozofie, să nu le spun filozofi, susțin că, de fapt, acest terț inclus ar exista și la Aristotel, în ciuda ceea ce se Bineînțeles că a existat la Aristotel, e primul care l-a introdus. Dar l-a introdus ca să le elimine. Da. Adică îl jena pe Aristotel din cauza faptului că nu putea formula propoziții coerente. Deci el a eliminat terțul inclus, dar l-a formulat primul. Cel care l-a reluat, într-adevăr, a fost Hegel. Da. Nu în filozofia istoriei, în filozofia spiritului.
transdisciplinarité, comme le nom l'indique, essaie de voir ce qu'il y a entre les disciplines, ce qui traverse les disciplines et ce qui est au-delà des disciplines. C'est les flux d'informations qui est bon. Et ça, c'est assez accepté et acceptable jusqu'au moment qu'on en arrive au mot au-delà des disciplines. Parce que si on n'a pas cet aspect au-delà, c'est confondu avec l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité. Donc, ce qui distingue la transdisciplinarité de l'inter et de la multidisciplinarité, c'est l'idée qu'il y a quelque chose au-delà de toutes les disciplines. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà de toutes les disciplines? C'était les grands débats quand j'ai lancé ces idées en 1985 dans mon livre « Nous, la particularité et le monde ». Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Alors, il ne peut pas y avoir la métaphysique, parce que la métaphysique, c'est une discipline. La transdisciplinarité, par définition, si c'est au-delà des disciplines, ce n'est pas une discipline. Donc, ça ne peut pas être une métaphysique. Est-ce qu'il y a Dieu qui est au-delà de tout? Non, ce n'est pas dans ce cadre-là, parce que Dieu ne se soumet pas à une méthodologie qui est celle de la transdisciplinarité, qui reste dans le cadre d'une méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout? Ben, nous-mêmes, les sujets. C'est-à-dire, ce que la transdisciplinarité amène, c'est la résurrection du sujet. C'est-à-dire l'effet qu'on ne peut pas réduire le sujet à l'objet. Il peut pas et ça, bon, ça c'est une première manière d'approche et c'est très intéressant sur le plan de la terminologie. Les mots lui-même, transdisciplinarité, a été introduit en 1970 en France, à Nice, à un congrès de l'OCDE par Jean Piaget, le grand Jean Piaget, qui était psychologue, aussi philosophe et aussi spécialiste de la psychologie des enfants. C'est intéressant parce que et c'est lui qui a introduit les mots. C'était un congrès sur l'interdisciplinarité dans les domaines de l'enseignement supérieur. Et j'ai retrouvé par mes recherches que les mots transdisciplinarité étaient dans les titres. Mais les organisateurs avaient peur de ces mots, trans, au-delà. Et donc, comme c'est des chefs d'État, des ministres, etc., ils ont dit interdisciplinarité. Mais une section est restée sur la transdisciplinarité, où il y a... les mots étaient introduits par Jean Piaget, aussi par André Lichnerovitch, un grand mathématicien français qui est décédé, et aussi par Jantsch, Erich Jantsch, le philosophe autrichien qui a vécu à Berkeley. Mais Jean Piaget lui-même s'interrogeait avec une intuition géniale sur ce qu'il y a au-delà, entre les disciplines, dans les frontières disciplinaires, dans les fluctuations disciplinaires. Et c'est cette idée qu'il y a quelque chose, une information qui est là. Il n'a pas introduit l'acception des au-delà des disciplines, c'est moi qui l'ai introduit 15 ans après, donc, enfin moins, mais 15 ans dans les livres, cette acception des au-delà. Bon, à un niveau plus sophistiqué, plus élaboré, la définition de la transdisciplinarité, il y a trois choses, c'est trois axiomes, parce qu'il faut partir de quelque part. Comme en science, nous savons qu'en science, la méthodologie de la science, Galilée est parti des trois axiomes. Et ici aussi, il y a trois axiomes, mais qui ne sont pas de nature mathématique, parce que le sujet est présent. On ne peut pas réduire les sujets par des formulations mathématiques. Donc, premier axiome, c'est un axiome ontologique. De l'autre côté, l'être. Ontos veut dire l'être, comme vous le savez, et donc de l'ordre de l'être. Il dit qu'il y a dans la nature et dans notre connaissance de la nature
des niveaux de réalité. Il faut évidemment définir les mots réalité et niveau. Mais réalité dans le sens ce qui nous résiste, ce qui résiste à nos investigations, formulations, etc. Et niveau dans le sens de discontinuité des lois. C'est très important, ce n'est pas un petit détail des différences, c'est une discontinuité des lois. Par exemple, quand vous avez les niveaux quantiques et les niveaux microphysiques, il n'y a pas de passage continu d'un niveau à l'autre. Même maintenant, après un siècle après la formulation de la mécanique quantique, on ne peut pas passer. Il y a une discontinuité fondamentale des lois. Deuxième axiome, c'est un axiome de logique. Et c'est clair qu'il faut avoir une nouvelle logique pour aborder plusieurs disciplines à la fois, parce que ce qui est vrai dans une discipline n'est pas vrai dans une autre. Donc, vous rencontrez très vite des contradictions. A, non A. Donc, il faut appliquer donc l'axiome logique, une logique non classique. La logique qui a la plus de chances. Pour faire cela, on l'appelle la logique du tiers inclus. C'est-à-dire qu'il y a un troisième qui est à la fois A et non A. Ce qui a l'air d'une absurdité, évidemment, parce que comment on peut voir noir et blanc à la fois, mais on peut, s'il y a des niveaux différents, parce que le tiers, c'est un niveau, un autre niveau de réalité, ce tiers inclus, que le niveau où il y a les contradictoires. Donc, c'est une unification des langages, à vrai dire. Dans le cadre de notre discussion, d'abord, ce que c'est le tiers caché, il faut dire deux mots. Pour la métaphysique habituelle, telle qu'elle est enseignée à l'université, et qui a été stimulée évidemment par toute la science d'après la Renaissance, il y a les sujets, il y a l'objet, le sujet connaît l'objet parce qu'il y a les lois, un point c'est tout, il n'y a rien entre les deux. Ce qu'on appelle la coupure épistémologique. Il n'y a rien, un troisième, qui est entre le sujet et l'objet. Donc, moi, j'ai introduit le tiers caché, après de longues études dans la transdisciplinarité, pour dire, oui, il y a un tiers entre le sujet et l'objet qui donne la possibilité de communication entre le sujet et l'objet, et ce tiers n'est pas réductible ni à l'objet, ni au sujet. C'est un troisième. Quelle est la différence avec... Ce n'est pas un niveau de réalité, le tiers caché. C'est autre chose, c'est cette région entre le sujet et l'objet qui est fondée sur la non-résistance à nos lois, à nos représentations, à nos formalisations. Donc, ce tiers caché est non formalisable. Il échappe à toute théorie, à toute chose analytique. Et en même temps, il est là, il est rationnel, dans le sens qu'il est demandé pour l'harmonie du monde, qu'il soit présent. Alors, je reviens à votre question. Dans ce sens-là, ce tiers caché n'est pas la religion, n'est même pas le Saint-Esprit. Bon, certaines théologies orthodoxes ont dit le tiers caché et le Saint-Esprit. Je dis oui, c'est un de ces visages, mais ce n'est pas le seul visage. D'autres spiritualités, d'autres religions vont trouver autre chose dans ce tiers caché. Donc je crois que c'est un cadre plus large qui permet à chacun, dans le cadre de sa dogmatique, dans le cadre d'une religion déterminée, ou dans le cadre d'une certaine théorie scientifique, si c'est une théorie scientifique, d'identifier ce tiers caché. Comme vous dites si bien, quelque chose avec lequel nous devons négocier. Négocier, ça veut dire quoi? Entrer en dialogue. Entrer en dialogue avec l'inconnaissable. Pourquoi je crois que la science moderne, c'est pas par accident qu'elle est née en Occident et pas en Extrême-Orient. Vous voyez, par exemple, les Chinois avaient tout pour inventer la science moderne, mais tout. Ils avaient une technologie extraordinaire, mais leur philosophie les empêchait de couper, de fragmenter. Ils pouvaient penser que la globalité. Or, pour arriver à la science moderne, il faut savoir
couper, il faut savoir fragmenter, il faut savoir étudier des systèmes. Ce qui est important, comme vous l'avez dit, c'est que dans la pensée religieuse, il y a quelque chose qui a ouvert les vannes de la pensée scientifique. Oui. Bon, pour l'orthodoxie, c'est un peu autre chose, mais l'orthodoxie, je crois, amène quelque chose de plus. C'est-à-dire la pensée apophatique. Cette idée qu'il y a une possibilité d'approcher les mystères par le vécu. Le mystère, c'est quelque chose qui n'est jamais résolu. C'est l'inconnaissable. J'étais moi-même mis en question par cette question de comment on fait la distinction entre conscience 2 et conscience, quand j'étais mis en présence, par exemple, des milieux philosophiques qui essaient de me dire qu'il n'y a que la conscience de quelque chose. C'était une posture assez étrange que moi, comme physicien, devais entrer dans les domaines de la philosophie et de la spiritualité, disant, mais monsieur, il y a autre chose qui s'appelle conscience, qui n'est pas conscience de quelque chose, qui est lié à la structure de ces mondes, au moins si le monde est rationnel. S'il n'est pas rationnel, on ne discute plus. Mais si le monde est rationnel, il doit y avoir le mystère. C'est que Gilles Gaston Granger, dans un livre magnifique sur l'irrationnel, parlait des différents types d'irrationnel, dont une irrationnel irréductible. Alors, les autres peuvent se réduire à des énigmes. Donc, cette notion de mystère est présente dans les mondes physiques. C'est ça qu'il faut voir comme événement négligé, je dirais, dans cette révolution quantique, quand on prend conscience de toutes les conséquences de la physique quantique, ben, il y a cette émergence d'un flux d'informations de la conscience à travers tous les niveaux, qui n'est pas conscience d'eux, qui est une immersion dans une sorte de connaissance globale qui nous est donnée par la connaissance spécialisée, fragmentaire, scientifique, non scientifique, peu importe, une spécialisation quelconque. Et donc là, il y a une chance magnifique donnée, encore une fois, sur la base de la science. Ce n'est pas la science elle-même, c'est au moment quand on réfléchit sur les bases de la science, sur l'interprétation de la science, on arrive à cette idée de conscience qui n'a pas d'objet. La technologie a donné la possibilité de l'exploration scientifique du cerveau. Et tout d'un coup, on voit l'apparition dans des zones dans le cerveau qui ne sont pas spécialisées. Autrement dit, qui sont faits pour l'intégration. Par exemple, l'abolition des notions d'espace et du temps, des notions où on perçoit des régions qui nous permettent de percevoir d'une manière holistique la réalité. Et donc, cette capacité du cerveau était un peu mise en ombre par l'évolution, par la sélection naturelle, l'évolution biologique, qui a fait que l'homme devait se défendre devant les animaux, devant l'environnement. Et donc, ce qu'il a mis en jeu, c'était plutôt des zones spécialisées du cerveau, mais elles sont toujours là. Donc ça, c'était quelque chose de magnifique. Il y a des études très poussées dans cette direction, un nom, à mon avis, un peu barbare, mais peu importe, de neurothéologie. Mais ce qui est important, c'est qu'on découvre dans notre fonctionnement même des possibilités de percevoir cette conscience sans que ce soit la conscience de quelque chose.
crois que les grands problèmes, c'est cette ouverture au féminin. C'est pour ça que dans mes écrits, je parle même de la féminisation du monde. La féminisation du monde, c'est pas transformer tous en femmes. C'est évidemment l'ouverture vers quelque chose qui n'est pas la domination, qui n'est pas la conquête, qui n'est pas la puissance sur les autres, sur le monde. C'est vraiment, on voit la même démarche que chez Marguerite Porete et Simone Weil. Moi, ce qui me fascine en tant qu'homme de science, je dis bien en tant qu'homme de science, pas nécessairement en tant que philosophe ou religieux ou homme religieux, en tant que physicien, c'est la répétabilité de certains phénomènes dans les domaines spirituels. C'est-à-dire, toutes ces femmes décrivent un processus avec les langages du temps, bien sûr, mais un processus, on peut reconnaître les mêmes étapes, un processus d'ascension de quoi? D'une échelle. Une échelle, donc, bien sûr, est bien connue. Dans les modèles, c'était déjà l'échelle des Jacob, mais c'est l'échelle on doit gravir pour évoluer. Donc les mots-clés ici, c'est l'évolution. Et l'évolution, je crois qu'aujourd'hui, ne peut être que féminine, c'est-à-dire d'ouverture. Et donc cette féminisation du monde, c'est, selon moi, une grande nécessité. La sfârșit ne rămâne misterul. Le mystère n'est pas quelque chose qu'on place comme ça pour jouer, mais le mystère c'est quelque chose dans les tissus de la réalité. Parce que sans le mystère, vrai mystère qui n'est pas être résolu par des jeux d'ordre mental, ces mystères incarnés, c'est à la base de la création.